Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors depuis quelques années, le phénomène trans s'invite dans le débat public. Alors débat autour de la mention du sexe ou du genre sur les cartes d'identité, remboursement par la sécurité sociale des médicaments et opérations de transition, les enfants peuvent-ils choisir leur sexe, les personnes trans peuvent-ils participer aux concours sportifs de leur nouveau genre. Alors le mensuel Élément a décidé d'en faire sa une, le phénomène trans, le grand dérèglement. Et pour en parler, nous sommes avec des journalistes d'Élément ce matin. Nous sommes avec François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin, bonjour Valentin, bonjour tout le monde. Alors vous nous connaissez, vous êtes rédacteur en chef de la revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie, puis chroniqueur sur Ligne Droite. On vous retrouve tous les mercredis à 8h20. Nous sommes avec Pascal Esséric. Bonjour Pascal Esséric. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction d'Éléments et nous sommes avec David Lépée. Bonjour David Lépée. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Crisis, collaborateur régulier des revues Éléments et Front Populaire et vous êtes éditeur du média en ligne Au fil de l'épée. Alors d'abord, je voulais revenir avec vous sur l'origine de ce mouvement trans. Vous le dites, François Bousquet, dans ce nouveau élément. Les trans abolissent tout, la biologie, le principe de réalité, le principe de non-contradiction, pilier de la philosophie, la barrière des espèces, la différenciation sexuelle. On peut être tout et le contraire de tout, c'est-à-dire rien. Alors, est-ce que c'est ça la philosophie de base de ce phénomène trans ? Rien, sûrement, enfin, il n'en ferait pas l'aveu. Nonobstant les changements que je pointais et les contradictions inhérentes au phénomène trans, il n'y a pas de changement de sexe. Le sexe est un principe génétique, on reste homme à vie, on est homme, on meurt homme, on est femme, on meurt femme. Mais de fait, oui, depuis 10 ans, il y a un emballement. Il y a 10 ans, rappelez-vous, les trans étaient encore aux marges de la société, il y avait des drag queens, il y avait des folles, ça je remonte même un peu plus en arrière, 20 ans, 30 ans, bref, il y avait tous les éléments qui participent à l'esprit de la fête, en particulier de la fête homosexuelle, mais jamais les trans ne s'étaient à ce point-là invités dans l'espace public, n'avaient à ce point-là colonisé l'espace public. On s'interroge assez souvent sur le phénomène d'accélération de l'histoire, mais assez peu sur le phénomène d'accélération du changement des mœurs. Et en 10 ans, il y a eu un changement des mœurs assez phénoménal. Et les trans se sont invités au cœur de l'agenda politique, pas seulement biologique, pas seulement culturel, mais politique. Et c'est devenu un phénomène de société à telle enseigne que nous avons appelé le dossier le grand dérèglement, faisant écho au grand remplacement de Renaud Camus. Le grand remplacement, c'est ce qu'on appelle un chrononyme. Un chrononyme, c'est comme la Belle Époque, l'Âge d'Or, etc. Eh bien, le grand dérèglement, qui est d'abord un grand dérèglement hormonal, mais pas seulement. Je parlais des mœurs, un grand dérèglement moral, et aujourd'hui une des définitions possibles, parmi d'autres, le grand remplacement, etc., de l'époque. Donc on a souhaité s'intéresser au phénomène trans à partir d'un livre qui vient de paraître, d'un philosophe qu'on suit depuis à Éléments depuis 15 ans, qui est Dany Robert Dufour, qui a beaucoup travaillé sur les racines religieuses. Mais pas seulement, mais aussi religieuses, mais les racines aussi littéraires du capitalisme, qui a fait une généalogie du capitalisme. Un de ses livres a un titre phénoménal, c'est au lieu d'aimer son prochain, que le 11e commandement évangélique, eh bien, il dit que le commandement évangélique de notre époque, c'est baise de ton prochain. Et il vient de sortir au Cherche Midi un livre qui s'appelle Le phénomène trans, qui est un livre assez drôle, qui va au fond des choses, et ça a servi de pivot à la constitution, à la construction de notre dossier consacré au phénomène du transsexualisme. Et justement, on verra le lien entre capitalisme et transsexualisme par rapport à ce livre de Dany Robert Dufour. Je voulais revenir avec vous, David Lépée, justement, sur l'idéologie de genre et l'idéologie transsexualiste, qui est évidemment aussi comme le mouvement LGBT, même si on y reviendra tout à l'heure, où il y a des conflits dans la communauté même LGBT, qui est toujours cette dichotomie oppressé-oppresseur, et qu'il faut détruire donc le père, l'homme, le mâle blanc hétérosexuel. Oui, tout à fait, c'est effectivement une dialectique qui s'exprime uniquement en termes de rapport de domination réel ou imaginaire. Néanmoins, ces rapports de domination ont un côté où tout se centre-phagocyte et ça crée une espèce de purge interne permanente. Alors notamment, il y a ce phénomène dont on parle beaucoup, qui est la lutte, une lutte interne au progressisme en fait entre les féministes classiques et notamment les féministes de tradition française
républicaine et universaliste face aux trans. Alors les enjeux de cette lutte sont assez évidents puisqu'on part du principe que le féminisme a besoin, comme toute idéologie, d'un sujet historique assez facile à définir, en l'occurrence les femmes. Si ce sujet historique disparaît à force de déconstruction, eh bien le féminisme perd son sens. Sans parler du fait que certaines féministes y voient dans l'idéologie trans un petit peu la dernière ruse d'un certain patriarcat retors qui, à travers des hommes se faisant passer pour autre chose qu'ils sont, cherche encore à gratter des prérogatives. Et il faut reconnaître que cette interprétation n'est pas dénuée de fondement. Par ailleurs, de manière un petit peu plus profonde et moins visible, il y a une autre contradiction qui se fait jour au sein de la déconstruction entre cette nouvelle vague trans et la vague précédente qui était la vague présente depuis une bonne dizaine d'années, mais philosophiquement depuis un peu plus longtemps, qui est celle de ce qu'on appelait la théorie du genre, le gender fluid, c'est-à-dire le fait, l'imaginaire au pouvoir, quelque part, le fait de pouvoir se définir comme étant à peu près ce qu'on veut. Et c'était cette époque où on dit aux petits garçons, tu as le droit de porter une robe et de jouer à être une princesse. Désormais, on lui dit non, si tu veux jouer à être une princesse, va jusqu'au bout de ta démarche et passe par la case bistouri. Donc il y a un retour de l'essentialisme, mais pas du naturalisme, de l'essentialisme dans la mesure où il s'agit plus du tout d'imaginer un changement, mais de le faire advenir par la chirurgie, tout en continuant de déclarer la guerre à la nature, mais cette fois de manière beaucoup plus radicale. Justement, oui, on est passé du transgenrisme, enfin en tout cas le transgenrisme perd petit à petit du terrain au profit du transsexualisme. On verra la différence entre ces deux termes. Mais alors il y a vraiment quelque chose que j'ai découvert dans ce journal d'éléments, c'est que au sein même de la communauté LGBT, c'est pas tout rose, hein. Évidemment, entre les L, les B, les G et les T, il y a des frictions, parce qu'on pourrait voir comme ça que c'est entre guillemets que c'est un ennemi commun et que finalement ils partagent tous les mêmes convictions. Et ce qu'on apprend, notamment avec Marie-Jo Bonnet, qui faisait partie qui existe toujours, les Gouines Rouges. Est-ce que ça existe toujours parce que les séries non, ça c'est un peu limité. Oui. Et voilà, le phénomène, ce que vous l'avez expliqué, François Bousquet, donc le phénomène trans était marginal au début des années 70, même au sein du mouvement LGBT. Et aujourd'hui, ce que condamne Marie-Jo Bonnet, c'est qu'aujourd'hui, ça a pris la place, entre guillemets, des L et des G. Alors, ce que Marie-Jo Bonnet, pour la situer, c'est donc une ancienne du MLF et la fondatrice des Gouines Rouges. Depuis une vingtaine d'années, elle fait une carrière d'historienne assez intéressante. Et ce qu'elle constate, c'est effectivement que dans l'ensemble de ce mouvement, les gays hommes prennent le pouvoir, et donc c'est en ce sens que elle dit qu'il n'y a plus il ne reste plus que les G et les T finalement, que le L, donc pour lesbiennes, sont exclus du mouvement, et que tout le reste, vous savez, LGBTQI plus. Oui. Voilà, que tout ce mouvement, en réalité, donc pour les asexuels, transsexuels, ont pris le pouvoir, et que sur le mouvement, et donc ont exclu les lesbiennes. Et en réalité, c'est ce qu'elle pointe du doigt, puisque de son point de vue, et elle en a fait un livre là avec une gynécologue. Donc son livre, c'est Quand les filles deviennent des garçons. Elle l'a fait avec la gynécologue Nicole Attea. Elle est allée à la rencontre des transitionneuses, c'est-à-dire elle a recueilli le témoignage de ces filles qui regrettent leur changement de sexe. Et pourquoi ? Parce que en réalité, c'est un phénomène qui touche la transition. C'est un phénomène qui touche plus particulièrement les filles. Et donc, elle analyse ça comme et c'est là où ça devient, je trouve intéressant. Elle analyse ça comme une
en réalité un mal-être féminin dans la société, qui est pris en charge par les chirurgiens, par l'ensemble du biopouvoir, ce qu'on appelle le des techniciens, et des techniciens, pour faire advenir en fait la transition. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et aussi aujourd'hui, donc David Lépée, justement, je voulais revenir là-dessus. C'est-à-dire que dans le mouvement LGBT, c'est-à-dire les femmes sont à la fois des femmes, donc luttent pour avoir des droits en tant que femmes et aussi en tant qu'homosexuels, alors que ce qu'on reproche aux hommes, c'est qu'ils n'ont pas à se battre d'être des hommes. Ils doivent se battre seulement en tant qu'homosexuels, et donc la cause des femmes dans le mouvement LGBT est de moins en moins représentée. Il y a une espèce de hiérarchie, effectivement, des privilèges, c'est tout le principe un petit peu paradoxal de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire jadis, dans d'autres cadres politiques, on parlait de convergence des luttes. Il s'agit un petit peu de ça, mais ces luttes sont motivées justement par des ressentis d'oppression, sans doute d'ailleurs souvent plus que des oppressions elles-mêmes. Et ces ressentis d'oppression peuvent se cumuler selon que vous ayez telle ou telle caractéristiques considérées comme des handicaps sociaux, que ce soit des caractéristiques ethniques, physiques, sexuelles, de genre, d'orientation. La belle idée de l'intersectionnalité, c'est que ça devrait permettre de tisser des ponts entre les opprimés supposés pour créer un vaste front des damnés de la terre, sauf qu'en réalité ce n'est pas du tout ça qui se passe, parce qu'on n'est pas du tout dans une dialectique de construction du commun comme pourrait l'être toute cause politique de gauche ou de droite, mais au contraire on est vraiment dans cette anthropologie libérale d'extension illimitée des revendications individuelles qui aboutissent, et on le voit bien dans le cadre de l'intersectionnalité, à une atomisation sans fin. Donc en gros ces oppressions elles s'additionnent à l'échelle de l'individu, mais elles ne font pas école. Ce qui fait qu'il y a sans cesse ces règlements de compte, ces comparaisons de privilèges, ces espèces de moi aussi, moi davantage. Et c'est tout le problème, c'est que ça n'aboutira à rien politiquement, dans la mesure où on ne peut pas. On fait souvent des comparaisons avec des révolutions passées, comme la révolution culturelle chinoise, dont il y a beaucoup de caractéristiques similaires, notamment la culture de l'autocritique publique, ces espèces de mea culpa permanent, la dénonciation, le caporalisme. Néanmoins, contrairement à cette révolution culturelle, il n'y a pas de projet politique derrière, tout simplement parce qu'il n'y a pas de potentiel politique à partir du moment où le commun est tout à fait évacué. Ça ne signifie pas que ce soit pas dangereux pour autant, mais disons, le principal danger, si la société est menacée, ceux qui vont tomber en premier, je pense pas que ce soit nous qui soyons autour de cette table, parce que de toute façon, on est à peine humains à leurs yeux, quelque part. Enfin, on cumule c'est même plus des privilèges, ce sont des tares complètement aliénantes, mais ce sont le cercle des premiers courtisans, c'est-à-dire ce sont les féministes qui tombent. Ce sont les progressistes qui n'ont pas fait la génuflexion au bon moment, avec la bonne inclinaison du dos, ou qui ont applaudi au contretemps. C'est ce que j'appelle le principe de Saturne qui avant de dévorer les enfants lointains ou les enfants des autres, dévore les siens propres. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec ces règlements de compte déjà au sein des différents constituants du cycle LGBT. On va revenir avec vous tous sur ces rivalités au sein de la communauté LGBT. On va parler aussi, c'est lors du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. On parlera aussi de l'association des mouvements trans avec le Capital, et puis aussi du poids des adultes sur la décision de changer de genre. Mais tout de suite, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'Adèle Rosner. Ligne droite. La table ronde. Alors, David Lépée, vous nous parliez de l'atomisation de plus en plus atomisée entre les L, les G, les B, les T, les Q, les plus, etc. Pascal et Céric, vous vouliez rebondir là-dessus ? C'est tout simplement pour aller dans ce sens-là. Christine Ledoiré, qui était ex-présidente de SOS Homophobie et du centre LGBT Paris-Île-de-France, a récemment écrit que les hommes avaient pris le pouvoir au point que l'acronyme LGBT ne veut plus rien dire, que c'était une imposture et qu'on devrait en réalité le nommer GT pour gay et trans. Parce que
les L et tous les autres avaient été exclus. Voilà, c'est pour en contrepoint de ce qu'elle dit David. David Lépée. Alors François Bousquet, je voulais revenir sur un peu de définition parce qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que le transgenrisme, donc petit à petit, s'efface au profit donc transsexualisme. Alors le transgenre, pour nos auditeurs, il faut remettre bien les termes à plat. Le transgenre, c'est je suis ce que je veux être indépendamment de mon sexe biologique. Bon, ça c'est le transgenre. Et le transsexuel, c'est je ne serai ce que je veux être qu'à partir du moment où j'ai modifié réellement mon corps. Et ça, c'est un changement qui s'opère au sein même de la communauté LGBT. Oui, c'est un changement de paradigme. David Lépée, du reste, lui consacre un papier. Jusqu'à il y a quelques années encore, le mouvement féministe, à travers Judy Butler, le mouvement queer également, LGBT, faisait un travail surtout de désessentialisation. Il fallait surtout pas essentialiser. On attaquait et on déconstruisait les stéréotypes. Donc pour aboutir à la chose suivante, c'est qu'il n'y a plus d'assignation biologique, il n'y a que des choix performatifs, donc je suis ce que je dis que ce que je suis, donc si je suis un homme, si je dis que je suis une femme, je suis une femme. Et bien aujourd'hui on revient aux stéréotypes les plus caricaturaux, la preuve par les trans, la preuve par ceux qui transitionnent, puisqu'ils adoptent les stéréotypes les plus singuliers de la féminité, en la surjouant quand on passe du côté masculin au côté féminin, et réciproquement et vice versa, à l'inverse quand on passe de féminin, de femme à garçon. Oui, donc il y a eu un changement de paradigme qui est assez prononcé. Vous évoquiez également la question du capital. On va sûrement y revenir. Moi, ce qui me frappe dans ce phénomène, c'est que c'est quand même un phénomène au long cours de la déconstruction, et on arrive au terme de ce que Foucault appelait la propriété de soi, puisque pour Foucault et pour beaucoup de déconstructeurs, le capitalisme, en tout cas le libéralisme, sinon l'ultralibéralisme, eh bien son terme ultime, c'était la propriété du corps, de son corps. C'est mon corps m'appartient, le corps des féministes. Les femmes disaient mon corps m'appartient. Non, votre corps ne vous appartient pas. Le corps appartient aussi à la société. Il y a un phénomène d'intersubjectivité qui est totalement nié. Et cette idée que mon corps m'appartient, en réalité, il ne m'appartient que pour être détruit. Parce qu'on n'insiste jamais assez sur ce qu'est le transsexualisme. C'est non seulement c'est un dérèglement hormonal, mais c'est aussi un dérèglement chirurgical, avec ablation des seins, avec castration, avec pose de zizi en plastique, de vagin en plastique, la vaginoplastie, la phalloplastie. Donc c'est avant tout d'abord une opération de destruction des corps. Et je crois que là, il faut s'intéresser à cette personne centrale qui est Michel Foucault. Il y a chez Michel Foucault un fond gnostique. Il y a chez Michel Foucault et chez les déconstructeurs une hostilité pour le corps. Il y a chez les déconstructeurs et les trans une hostilité pour le désir et pour le plaisir. Parce qu'un homme qui devient femme ne jouit plus. Il ne jouit plus. Une femme qui devient homme ne jouit plus. Donc on renonce également au principe de plaisir, au nom d'un caprice qui est celui des poupées. Donc ça nous interroge vraiment sur ce basculement vers, parce que c'est aussi un des termes de cette propriété de soi, vers le transhumanisme, qui est aussi un sujet qu'on ne fait qu'esquisser, puisqu'on peut considérer que les trans sont un peu l'avant-garde du transhumanisme. Donc ça nous interroge également sur la définition de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme ? Est-ce qu'il reste encore de l'homme dans le trans ? Freud disait qu'il y a eu 3 grandes blessures narcissiques. La blessure de l'héliocentrisme, le soleil ne tourne pas autour de nous, de notre nombril. Première grande blessure. L'autre grande blessure, c'est Darwin, c'est que l'homme est un mammifère parmi d'autres. L'autre grande blessure que pointait Freud, alors c'est joué à domicile pour ainsi dire, c'est que nous abritons tous un inconscient que nous ne contrôlons pas. Mais peut-être qu'il y a une 4e blessure narcissique qui est beaucoup plus lourde. C'est que peut-être que l'homme, c'est en tout cas le vœu des trans, c'est le vœu de la Silicon Valley, de cette siliconisation du monde, peut-être que l'homme n'est que pure contingence dans l'univers. Peut-être que l'homme pourra être remplacé demain par quelque chose d'autre, moitié cyborg, que sais-je. Ce qui me fait dire, c'est que la thèse, l'antithèse qui aboutissait à la synthèse hegelienne, faut la revoir de fond en comble. On a la thèse aujourd'hui, on a l'antithèse, mais la synthèse, c'est la prothèse. Peut-être que demain, le monde qui s'offre à nous, ce sera un monde de pure prothèse. Tout notre dossier trans pose les enjeux qui débordent, qui font exploser cette question.
Et justement, on reviendra là-dessus, hein, sur le transhumanisme comme stade ultime, finalement, le prochain stade après le transsexualisme. Alors, je voulais dans cet élément, dans ce journal élément, le phénomène trans, le grand dérèglement. Vous revenez donc sur les rivalités au sein du mouvement LGBT. On l'a vu, donc il y a le phénomène lesbienne est dépassé. On a vu qu'il y avait donc le transgenrisme qui est passé au transsexualisme. Et puis, il y a aussi des féministes qui deviennent finalement de plus en plus réac face au phénomène trans. Vous parlez notamment de Dora Muto et Marguerite Cern qui, pour elles, être une femme est une réalité biologique. Alors ça paraît évident, mais alors pour elles deviennent Pascal et Céric, donc des nouvelles réac. Alors, sur cette question-là, je sais que David Lépée a beaucoup travaillé. Dora Muto et Marguerite Stern, il a beaucoup travaillé sur ces deux figures. Alors, allez-y, David Lépée. Oh ben, je pense que l'une des deux aura bientôt une révélation à faire à ce propos que je vais pas spoiler. J'ai promis de rien dire. Non, alors sans parler de cas de gens en particulier, c'est pas du tout la question. Mais oui, c'est le sujet dont nous avons parlé avant. C'est que c'est cette division interne du camp progressiste. Il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau, mais il est intéressant de voir que justement les courtisans du premier cercle étant ceux qui tombent en premier sous les coups de ces purges, ce sont ceux aussi qui s'insurgent en premier, surtout quand ils disposent encore de quelques tribunes privilégiées, et là j'utilise privilégiées au vrai sens du terme, dont nous peut-être ne disposons pas. Alors évidemment, ça peut créer des conjonctions intéressantes et inédites, mais évidemment la question n'est pas tant de savoir qu'est-ce qui relève du progrès ou qu'est-ce qui n'en relève pas. Aujourd'hui, les grandes lignes de fracture, de clivage sont ailleurs. François Bousquet en a évoqué une, à mon avis. Même si je ne sais plus s'il a employé le terme précis, mais c'est quand même cette question, à travers le transhumanisme, par exemple, du puritanisme, puisque je pense qu'à partir du moment où quand on est prêt à changer son identité en sacrifiant une chose aussi essentielle que le plaisir qu'on peut se procurer à soi et à l'autre, c'est quand même un sacrifice qui est très lourd. Il y a un problème à la base et en même temps ça relève d'une certaine cohérence, parce qu'à partir du moment où on entre en guerre contre le donné naturel, contre l'incarnation, sans surprise, comme ça a pu être le cas dans des idéologies plus anciennes comme certaines grandes religions monothéistes, le plaisir est sacrifié assez rapidement parce qu'il est englobé dans ce grand sac qui est celui de l'immanence, du donné naturel, contre lequel on est en guerre ou non, ou dans certaines idéologies anciennes d'un idéal transcendant, abstrait, et ici dans cette version laïcisée d'autres types d'abstractions purement désincarnées. Il y a au-delà de la querelle entre, je sais pas, féminisme classique et théorie néo-queer et tout le reste, il y a vraiment une querelle entre des idéaux qui intègrent l'idée d'incarnation et ceux qui la rejettent au profit d'abstractions, disons justement complètement désincarnées. Et là, évidemment, nous, il nous est facile de nous situer indépendamment du fait que nous nous considérions comme progressistes ou non, c'est devenu tout à fait secondaire. Mais la ligne de fracture aujourd'hui, elle est là, quoi. Et c'est déjà ce qu'il y avait chez Nietzsche, si on y réfléchit un peu. Et donc oui, c'est ça. Donc c'est nouvelle féministe. Il y avait déjà ce côté où la reproduction était diabolisée, mais aussi maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de plaisir. C'est-à-dire que quand on change de sexe, on n'en a plus de plaisir lors de l'acte sexuel. Pascal et Céric, vous voulez rebondir là-dessus notamment? Ah, sur le plaisir Ou d'une manière générale, justement, enfin, sur ces rivalités entre féministes même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des militantes féministes qui ont le même dénominateur commun, c'est-à-dire lutte contre le patriarcat, contre les stéréotypes sexuels, qui ne veulent pas essentialiser, qui ne veulent pas discriminer, et qui pourtant, en fait, s'opposent l'un et l'autre sur cette question, c'est-à-dire, être une femme, c'est une réalité biologique. C'est pour ça que vraiment je remercie Marie-Jo Bonnet qui nous a servi un petit peu de fil conducteur, en tout cas pour le reportage de Daoud Bourzala dans ses méandres, dans le reportage qu'il consacre et qui est très
pour tout dire, qui est très drôle en réalité. Et c'est ce qu'il faut retenir pour vous parler un petit peu des coulisses. On a pris beaucoup de plaisir, on s'est marré à faire ce dossier parce que à le lire, parce que c'est tout un monde, parce et c'est que voilà, toute une construction, exactement, ouais. Avec ce bal des folles, avec d'un côté les hermaphrodites, des trans qui poursuivent, tout ce bouillonnement qui semble cette diversité des revendications. non, mais qui est oui, c'est un bouillonnement totalement délirant, et dans lequel il faut remettre un petit peu de rationalité, essayer de voir qui est quoi, qui fait quoi, etc. C'est la raison pour laquelle Dany Robert Dufour, dans son entretien, dit que avec beaucoup de justesse, qu'il faut réintroduire de l'humour là-dedans. Quand on aborde ce sujet-là, tout simplement parce que les femmes à barbe et les hommes enceints, il faut d'abord en rire. Voilà. Oui, justement, et Dany Robert Dufour, dans son livre Le phénomène trans, enfin en tout cas dans l'interview que vous lui donnez, est assez drôle là-dessus. Alors, tout ça, c'est drôle, c'est vrai, c'est différentes, toutes ces revendications, et puis ces différentes, ces femmes à barbe, comme vous disiez, les hommes enceints, les hommes les femmes qui ont obligé d'avoir un pénis à s'actionner avec une pompe pour avoir une érection. On peut penser que c'est drôle, mais il y a quand même dans votre dossier, dans ce journal Élément, le phénomène trans, le grand dérèglement, un dossier de David Lépée qui fait quand même peur. C'est notamment le poids des adultes sur la décision des enfants et des adolescents de changer de sexe. Parce que vous nous dites que évidemment, donc, dans les années 70, la gauche s'en cache bien, mais vantait, une partie de la gauche, pour être tout à fait honnête, vantait la pédophilie. Aujourd'hui, une partie de la gauche chante les bienfaits pour un enfant s'il se sent homme ou femme, alors qu'il est femme ou homme, de changer de sexe. Et ça, vous nous dites que... comme aujourd'hui avec les années 70, on se rendra compte plus tard de l'affront et puis de la violence qu'on a fait subir à ces enfants à ce moment-là. On risque effectivement de se retrouver confronté au même problème avec le même décalage historique, parce que ce qu'on remarque souvent dans les polémiques fréquentes qui reviennent sur la pédophilie, notamment concernant certaines personnalités, je ne sais pas, que ce soit les affaires Polanski, Matzneff et compagnie, on voit toujours ce discours un peu emprunté qui, tout en condamnant, atténue en partie la condamnation en parlant de décalage diachronique, en sous-entendant que dans les années, je ne sais pas, 70 voire 80, il y aurait eu une tolérance plus grande, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est moins un problème de décalage chronologique que de décalage de caste ou de milieu. Mais bon, néanmoins, c'est vrai que si disons la sensibilité populaire n'a pas tellement évolué, celle de certains milieux s'est retournée à partir d'une certaine prise de conscience plus ou moins sincère. Bon, voilà, ce qui est fait est fait. L'ennui, c'est qu'on est en train de reproduire les mêmes schémas avec quelque chose qui me paraît, sans vouloir être provocateur, encore plus grave, parce que si je veux absolument pas atténuer, disons, la violence ou l'obscénité de ce que peut être un abus sexuel sur mineur, disons, voilà, c'est un tout d'un coup un acte précis, ponctuel, qui génère ou qui peut générer du moins un trauma. Voilà. Là, on parle de quelque chose qui non seulement génère évidemment un trauma, mais dont il s'agit de porter les traces non seulement psychiques mais physiques à vie, puisqu'il s'agit d'un processus en réalité irréversible, contrairement à ce qu'on dit. Mais on voit que le problème de la détransition montre qu'il y a une certaine irréversibilité. Passer sur une table d'opération alors qu'on n'a pas l'âge de raison et devoir porter toute sa vie, disons, les conséquences de ce choix qui a été pris en réalité par d'autres, sous l'influence parentale ou sous l'influence idéologique de médecins,
c'est extrêmement grave. Alors la moindre des choses, c'est qu'on soit non seulement aussi sévère qu'on l'est à l'égard de la pédophilie, mais plus encore, parce que là, à nouveau, comme il y a 40 ans ou 50 ans, eh bien l'indignation populaire, l'indignation des gens ordinaires face à ça, elle est intacte, mais on ne l'écoute pas. Elle est diabolisée, elle est associée à une forme de réaction parce que voilà, les médias dominants donnent le là, mais ces médias-là un jour devront passer devant un tribunal sous l'accusation de crimes contre l'enfance, au même titre que les idéologues qui les ont soutenus, que les médecins qui s'y sont livrés, et peut-être pire encore que les politiques et les législateurs qui ont rendu ça possible. Oui, donc justement, ce que vous dites, c'est donc que cette idéologie, elle est vantée par des lobbies, par des médias, par des idéologues, et puis aussi par des médecins. Alors François Bousquet, ce qu'on apprend dans ce grand dossier sur la transsexualité, c'est qu'il existe des psys, alors des psys qui sont militants, qui accompagnent, qui donnent une caution scientifique, médicale à la transition de genre, et ce sont des psychiatres qui expliquent à des personnes en mal-être de genre, notamment à l'adolescent. À l'adolescent, on est tous en mal-être de genre, on va dire. Enfin, en tout cas, on est tous en mal-être, on découvre sa sexualité, et donc ces psychiatres expliquent que parfois, il faudrait commencer une mutilation sexuelle finalement pour se sentir mieux. Il y a même des législations en Europe, pas la France, qui autorisent la transition à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire la prise de shoots hormonaux, d'ores et déjà, avec un accompagnement psychologique ou psychiatrique. Mais je n'ose dire psychiatrique puisque je tomberai sous le coup de la loi. Cela étant dit, il y a quelques psys qui se sont révoltés, rebellés, contre en particulier au Canada, qui est un pays pionnier sur tous les sujets qui sont les nôtres, les trans, les woke, etc. Malheureusement, bien sûr, enfin malheureusement pour ainsi dire, ils ont été rayés du Conseil de l'ordre des médecins canadiens et des psys canadiens. Je voudrais revenir sur ce que disait David. Oui, on est vraiment dans l'irréparable. Là, on est dans un processus qui est irréparable, irréversible. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous suivent à aller sur TikTok pour regarder l'ablation des seins sur les jeunes filles, puisque 75% des ados qui transitionnent, ce sont des filles, étonnamment, pas des garçons. Alors que le phénomène de trans était juste, il y a encore 5 à 10 ans, un phénomène qui concernait surtout des garçons qui voulaient devenir des filles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Eh bien, c'est une balafre, une cicatrice au niveau des seins, qu'elles vont conserver à vie. Les seins vont pas être reconstitués, comme pour de la chirurgie lourde, comme pour un cancer. Là, on est confronté, en réalité, le traitement, c'est le traitement d'un cancer du sein, l'ablation du sein. Donc, on rentre dans des formes de chirurgie lourdes, irréparables, irréversibles. Donc, la catastrophe qui s'annonce, c'est beaucoup de psys, vous voyez. Donc, il y a également des psys qui nous alertent sur les dangers de la transition, nous disent depuis quelques années qu'on se prépare à un scandale beaucoup plus lourd que celui de la pédophilie dans les années 70. Donc mais parallèlement à ça, il y a aussi une économie, puisqu'on est au cœur du logique du capital. Il y a aussi une économie, les cliniques. Il y a aussi une économie, le remboursement médical, c'est pris en charge. Il y a même eu récemment une affaire à Lyon, puisque pour transitionner, il faut néanmoins un suivi psychologique. Eh bien, il y a un trans qui n'a pas, dans le dossier de transition, n'a pas été validé par un psychologue, qui s'est retourné contre l'URSSAF à Lyon, qui a gagné son procès pour obtenir un remboursement de sa transition. Donc vous voyez un petit peu, on est vraiment chez les fous. Il faudrait, je pense que même si le sujet est sinistre, même si le sujet est tragique, je crois en effet, comme l'a dit Pascal Esséric, et comme l'a dit Dany Robert Dufour, il faut retrouver les accents d'un Molière pour épingler les précieuses, pour épingler les femmes savantes, pour épingler Trissotin, Diafoirus, Bélise et Philaminte, qui aujourd'hui veulent transitionner. Oui, c'est ça. Et puis il faut retrouver de l'humour, mais en tout cas, c'est compliqué aujourd'hui parce que quand on dénonce évidemment ce phénomène trans, on est taxé d'homophobe, de transphobe aujourd'hui. C'est surtout que c'est devenu une économie puissante. Oui, voilà, c'est devenu une économie puissante. Donc c'est ce que dit Dany Robert Dufour. Voilà, c'est le lien entre transsexualisme et capitalisme. Il y a toute une gamme d'objets manufacturés. Il y a une quantité incroyable de services marchands pour satisfaire tous les appétits du consommateur. Donc on lutte, on lutte aussi contre ça.
Et David Lépée, notamment, donc ce lien entre transsexualisme et capitalisme, il y a aussi un lien entre finalement la déprime, le fait qu'on ne soit jamais satisfait, et on explique donc qu'il y a des psy-trans activistes qui vont nous expliquer si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas satisfait, il y a des techniciens qui peuvent faire en sorte que vous soyez donc que vous puissiez changer de sexe, et là vous allez pouvoir pleinement vous épanouir. Ben oui, puisque la seule émancipation possible dans cette lutte, aussi illusoire soit-elle, c'est une émancipation individuelle, et c'est pour ça que je vous parlais du caractère antipolitique et donc je dirais pas contre-révolutionnaire au sens historique, mais anti-révolutionnaire dans la mesure où ça ne peut pas déboucher sur une forme d'émancipation collective. Et ça, c'est dû à son inscription dans un paradigme complètement libéral, celui justement de cette atomisation et de cette extension illimitée des droits jusqu'à l'absurde. L'ennui, évidemment, on le voit. Je pense à une chaîne YouTube d'une militante féministe, enfin si on peut encore dire féministe entre guillemets, qui milite pour ce genre de choses. Et un observateur de cette chaîne remarquait simplement, en observant les miniatures des vidéos, que sur 2 ou 3 ans, que ça commençait avec le visage devant une webcam d'une assez jolie jeune femme, et que petit à petit, ses cheveux devenaient bleus, roses, son profil devenait émacié, ses yeux creusés, elle avait l'air de plus en plus mal, et ses dernières vidéos, c'était des tutoriels pour lutter contre les insomnies et assumer sa dépression. Ça paraît un petit peu anecdotique dit comme ça, mais assez souvent, malheureusement, c'est pour ça que je préfère on pourrait en rire effectivement comme Molière pourrait le faire, et on aurait beau jeu de le faire parce qu'on nous livre un comique sur un plateau, il suffit de se servir et en face il n'y a pas beaucoup de répondants côté humour. Je le fais par moment, mais en même temps j'ai une certaine pitié parce que je me rends bien compte que même si ces gens nous ennuient, nous agacent et nous détournent notre attention de problèmes plus sérieux, ils en sont néanmoins les premières victimes d'un processus qui, plus qu'un processus de destruction de la société que nous connaissons, est un processus d'autodestruction. Donc je pense, sans vouloir infantiliser qui que ce soit, qu'il faut les voir pas uniquement comme des adversaires idéologiques, mais comme des gens qui ont sérieusement besoin, peut-être non pas tant d'une psychanalyse, parce que visiblement ça ne marche pas dans leur cas, mais d'un retour au réel. Là, c'est peut-être le côté positif de la révolution culturelle dont je parlais avant. Normalement, si ça se passe comme en Chine, ça va finir à aller planter du riz pour revenir aux bonnes valeurs. Ça pourrait peut-être leur faire du bien. François Bousquet, je vous laisse le mot de la fin, la conclusion notamment sur Olivier Rey qui avait épinglé un propos de James Hughes, qui est donc ex-directeur exécutif de la World Transhumanist Association. Vous en avez parlé. Les transsexuels sont les troupes de choc du transhumanisme. Alors, est-ce que le transhumanisme, c'est le prochain stade du transsexualisme? C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens qu'aujourd'hui, ils ne sont pas bien parce que finalement, ils ont été assignés dans un homme de femme alors qu'ils ne sont pas hommes et femmes. Et puis, ils vont continuer à être frustrés. Et puis, on va leur dire, finalement, si vous êtes frustrés, c'est parce que vous n'êtes pas assez augmenté. Et là, on va pouvoir leur vendre, donc des techniciens vont pouvoir leur vendre donc une augmentation. Oui, on est peut-être à un stade expérimental de ce transhumanisme, qui est la grande chimère après laquelle court l'homme postmoderne. Est-ce que ce sera un homme augmenté? Ce dont nous venons parler là, c'est très précisément un homme et une femme diminués, puisque c'est un homme et une femme qui a été aliéné, qui a été amputé de sa dimension sexuelle. Alors, est-ce que ça préfigure le monde de demain? C'est probablement. Est-ce que nous aurons le temps d'arriver jusqu'à ce monde de demain? J'en suis beaucoup moins sûr. L'évolution, la théorie de l'évolution s'intéresse en particulier, chez Darwin, mais chez tous les darwiniens, à une évolution positive. Mais il y a également quelques chapitres qui échappent à la sagacité, de Darwin, c'est ce qu'on appelle les réversions évolutives. C'est-à-dire qu'il y a parfois, il arrive que des espèces s'enferment dans des impasses évolutives. Est-ce que nous sommes pas, nous, en train, humains, avec ce post-humanisme, en train de nous enfermer dans une impasse évolutive? La question se pose.
Merci beaucoup François Bosquet. On rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Demain, vous avez votre chronique sur Ligne Droite à 8h30, évidemment 8h20, 25. Merci à Pascal Esséric, vous êtes directeur de la rédaction d'Éléments. Merci à vous David Lépée, vous êtes rédacteur en chef de la revue Crisis, collaborateur régulier à Éléments et au Front Populaire, éditeur du média en ligne Au fil de l'épée. Et on invite tous nos auditeurs à vous procurer la dernière une d'Éléments, le phénomène trans, le grand dérèglement, disponible en kiosque et dans les bonnes librairies. Merci à tous.